Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Ajaccio, le dimanche 21 juillet 1771. Dans la chaleur de l'été corse, une brise légère qui arrive du Golfe s'infiltre dans la petite cathédrale d'Ajaccio et fait frissonner les cierges. Ce jour-là, sous les voûtes fraîches, l'archidiacre Lucien Bonaparte est en train de baptiser deux enfants. Il s'agit de sa petite nièce, Maria Anna, et de son petit-neveu, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, Napoleone. Parmi ceux qui attendent, une jeune femme attire tous les regards, celle qu'on dit la plus belle femme de Corse, qui se tient droite près du cœur, saluant avec grâce chaque famille entrant dans la cathédrale, c'est Laetitia Bonaparte. La cérémonie n'a pas encore commencé. Un petit peu plus loin, il y a son mari, Charles, qui, lui, a l'air plus réservé, qui discute brièvement avec un certain nombre de notables d'Ajaccio. On entend sur les bancs, dans les travées, on entend parler, on entend circuler quelques mots. Les Bonaparte forment un couple ambitieux sur l'île de Beauté. Ils sont très au cœur des conversations. Et juste avant le début de la cérémonie, une belle voiture s'arrête devant la cathédrale. Tout le monde tourne les yeux vers cette voiture. C'est sans doute l'invité que la famille attendait. Non, personne de notable ne descend, seulement un majordome en livrée qui entre dans l'église, qui s'approche lentement des Bonaparte et qui tente un pli scellé à Charles et à Laetitia. C'est une lettre d'excuse signée par son maître, absent pour un court séjour un peu loin de là, et il s'est fait représenter et il promet dans les jours à venir de retrouver les Bonaparte. Et sur l'enveloppe, il y a ce nom inscrit à l'encre violette, le comte de Marbeuf. Marbeuf est le commandant en chef de la Corse au nom du roi de France, le roi Louis XV. Si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent d'un gouverneur de la Corse. Cette lettre adressée aux Bonaparte aurait de quoi surprendre. Dites-vous qu'il y a quelques années, elle aurait été complètement inimaginable. Les Bonaparte étaient des proches de Pascal et Paoli, bien sûr. Et quand les Corses se sont soulevés contre la République de Gênes, Charles Bonaparte, le père de famille, a défendu la souveraineté corse avec des discours en faveur d'une Corse souveraine. Et c'est même, dit-on, Paoli qui l'aurait poussé à épouser Laetitia Ramolino. Quand la République de Gênes a fait appel par la suite à la France pour rétablir l'ordre sur l'île, Charles Bonaparte était évidemment du côté de Paoli dans des batailles homériques. Sauf que en 1769, Paoli a dû fuir la Corse, que les troupes françaises se sont installées sur l'île et que Charles Bonaparte a fait le choix de rester à Ajaccio, de ne pas fuir. Est-ce que c'est parce que sa femme était justement enceinte de ce petit garçon qui devait naître au mois d'août 1769 ? Ou bien est-ce qu'il avait ouvertement, clairement fait le choix de la France ? C'est très difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que désormais, les Bonaparte sont dans le camp français. C'est ce choix qui explique aujourd'hui l'invitation du comte de Marbeuf au baptême d'un de leurs deux derniers enfants, un comte de Marbeuf qui donc se fait représenter à cette cérémonie. Alors, qui est-il, ce comte de Marbeuf ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Laetitia de Witt vient d'écrire une biographie de Laetitia Bonaparte qui est parue aux éditions Talendier. Voici ce qu'elle nous dit sur cet aristocrate français, je la cite. Arrivé dans l'île en 1764 pour prendre la tête des troupes d'occupation, Marbeuf est promu commandant en chef en 1770. Sa position n'est pas aussi confortable qu'il y paraît. Chargé de favoriser l'intégration de l'île au royaume, il mène une double politique de séduction et de répression, pas toujours bien vécue par les Corses et pas toujours comprise par les autres envoyés du roi, à commencer par son second, le comte de Narbonne-Pelay. Il lui faut à tout prix des appuis locaux. Jeune couple ambitieux, les Bonaparte ont le profil idéal. Sur le plan personnel, le comte, âgé de 58 ans à son arrivée dans l'île, a tout intérêt à consolider son poste de moyenne noblesse. Il ne peut espérer progresser dans la hiérarchie militaire, sans compter qu'il se plaît sur l'île de Beauté. Il y vit loin de sa femme, riche veuve de 10 ans son aîné. La Corse, c'est aussi pour cet homme d'argent,
un traitement de 80 000 livres annuels qui lui assure un train de vie aisé entre son palais de Bastia, ancienne résidence du gouverneur, et le château qu'il se fait construire à Cargèse. Charmeur à ses heures, le personnage est néanmoins ambigu, autoritaire, parfois brutal, mais aussi affable, généreux et spirituel. Il manie la carotte et le bâton. Charles Bonaparte, engagé dans la promotion de sa famille, a tout à gagner à entrer dans le jeu de cet homme puissant. Et c'est donc ce qui va se produire et ce qui alimente les rumeurs, les petites phrases, ce qui fait jaser la bonne société ajaxienne, rester fidèle à l'idée d'une souveraineté corse et à la mémoire de Pasquale Paoli. On joue sur le nom de famille, des Buonaparte. Buonaparte, autant dire, ce sont ceux qui ont choisi le bon parti. Charles va devoir de toute façon continuer sur cette voie, parier sur l'avenir français de l'île, se faire promouvoir, lui et sa famille, dans ce qui est en train de devenir le nouveau destin de la Corse. Au cours de cette même année 1771, dès que le commandant en chef se trouve à Ajaccio, alors on voit immédiatement Charles Bonaparte se promener le soir dans sa compagnie. On voit aussi Marbeuf se promener parfois avec Laetitia, car dans son jeu, Charles Bonaparte sait qu'il peut disposer d'un atout extraordinaire, c'est le charme tellement remarquable de cette jeune femme. Elle a 21 ans, Laetitia, lui en a 25. Elle a la grâce tranquille, une beauté qu'on dit la première beauté de l'île. Et évidemment que Marbeuf le sait. Le commandant en chef vit seul à Ajaccio, il n'a ni épouse ni famille, il ne cache pas son admiration pour cette jeune femme très brillante et au fort tempérament dans cette petite ville où tout se sait. Inutile de vous dire que c'est une complicité qui ne passe pas inaperçue. Au printemps 1772, Charles est élu noble 12, c'est-à-dire qu'il fait partie des 12 personnalités de Corse chargées de conseiller les commissaires du roi. Et quelques mois plus tard, un soutien discret mais décisif de Marbeuf va mettre fin à un litige familial. Il faut vous dire que les Bonaparte étaient en conflit avec leur cousin Ornano, qui revendiquait une part de la grande maison d'Ajaccio. Et grâce à l'intervention du commandant en chef français, donc, le procès va tourner à leur avantage. Les Bonaparte vont conserver toute la maison et vont même y faire construire une grande terrasse qui domine la ville. Marbeuf devient un des familiers de la maison Bonaparte. Et eux, de leur côté, se rendent assez souvent dans le château de Cargèse où Marbeuf est en villégiature. Alors, la question qui se pose, vous avez bien compris, c'est ça qui nous intéresse, et c'est la rumeur qui revient comme une espèce de serpent de mer depuis maintenant des siècles, c'est de savoir jusqu'où Laetitia a joué de ses charmes pour que sa famille puisse obtenir les grâces de l'homme fort de l'île. Certains disent que les enfants Bonaparte, en tout cas certains de ses enfants, auraient pour père non pas Charles Bonaparte, mais le comte de Marbeuf. Et c'est ce qui expliquerait notamment les très grandes dispositions de Napoléon Bonaparte pour la stratégie, la tactique, les affaires militaires, puisqu'il serait en vérité le fils naturel d'un militaire. En tout cas, cette idée-là a été émise. Difficile quand même d'imaginer Laetitia en femme entretenue, séduite par cet homme très vieillissant, certes puissant, mais c'est pas une potiche, Laetitia. C'est une jeune femme très indépendante, instruite, vive d'esprit, très attachée à sa terre, avec une haute idée de sa vertu. Bref, on l'imagine assez mal dans ce rôle-là. Et puis, si Marbeuf, c'est vrai, aime passer du temps auprès d'elle, c'est peut-être justement parce que elle a cette espèce de quant à soi qui la rend désirable. Il n'empêche que à Ajaccio, à l'époque, la rumeur enfle et que depuis, dans l'histoire, la rumeur n'a cessé d'enfler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le roi Louis XV meurt en mai 1774 et à ce moment-là, Marbeuf doit se rendre à Versailles pour se présenter au nouveau souverain, le roi Louis XVI. Et en son absence, les Corses qui n'attendaient que cela se rebellent. Les Bonaparte craignent de voir le retour d'une forme d'anarchie qui viendrait détruire tous les efforts qu'ils ont accumulés, vous l'avez compris, depuis des années maintenant. Ils se tiennent pendant une année en retrait de la vie politique corse. Je cite de nouveau Laetitia de Witt.
Après le retour de Marbeuf, 1 an après son départ, les Bonaparte accourent à Bastia, où ils séjournent au printemps 1776. Une anecdote se rapporte à Laetitia. Au cours de la Semaine Sainte, souhaitant préparer ses Pâques, elle demande à se confesser. Reçue par un curé qui lui pose des questions inconvenantes, elle quitte le confessionnal en hurlant. L'a-t-il interrogé sur la nature de ses relations avec Marbeuf ? Toujours est-il que l'esclandre vient alimenter les ragots. Mais elle s'en moque et arpente avec détachement les salons du gouverneur où elle figure au premier rang des invités. Son assiduité est-elle à rapprocher des premières démarches engagées pour que ses enfants aillent étudier sur le continent ? À l'été 1776, Marbeuf quitte à nouveau la Corse pour Versailles. De retour à l'automne, il ne réside plus à Bastia mais à Ajaccio. On le soupçonne d'être impatient de retrouver les bras de la belle Madame Bonaparte. Et les rumeurs enflent, bien qu'elle soit alors enceinte de plusieurs mois, Laetitia. Charles devient député aux États de Corse, on est là en mai 1777. Évidemment, c'est Marbeuf qui a fait pression pour qu'il soit élu. En échange, il devra défendre la politique du gouverneur devant le roi quand il sera invité à se présenter à Versailles. Les faveurs pleuvent sur les Bonaparte, vous l'avez compris, qui obtiennent des subventions pour l'assèchement de salines, qui obtiennent une concession d'État pour pouvoir planter des mûriers devant leur maison de campagne, aux Millélis. Les Millélis, ça se trouve pas très loin d'Ajaccio, dans la petite montagne. La famille aime se retirer là, un peu loin des mauvaises langues, il faut le dire. Laetitia passe de longs séjours avec ses enfants aux Millélis. Napoléon est très attaché à cet endroit. D'ailleurs, ce sera un des seuls biens de la famille qu'il refusera toujours de vendre. Le 2 septembre 1778 naît Louis Bonaparte. Ça, c'est intéressant parce que c'est le premier enfant de la famille qui ne porte pas le nom d'un ancêtre. Louis est tout simplement le prénom de Marbeuf, qui d'ailleurs sera son parrain. Juste après le baptême, Marbeuf obtient la scolarisation des 2 fils aînés dans un prestigieux lycée de province en France. Bon, ça vous le savez, puisque Joseph et Napoléon vont être admis au Collège royal d'Autun. Et qui, à l'époque, est l'évêque de la ville d'Autun, c'est le frère du gouverneur de la Corse, figurez-vous. C'est Monseigneur de Marbeuf. Mais oui, je n'invente rien. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'époque, Joseph est âgé d'11 ans, Napoléon en a 9. Charles Bonaparte décide d'accompagner ses 2 fils à Autun avant d'aller comme député aux États de Corse, avant de se rendre à Versailles, comme ça avait été prévu avec Marbeuf. Vous voyez quand même que tout ça, c'est Marbeuf qui fait entrer les 2 fils aînés à Autun. Charles Bonaparte va défendre à Versailles les intérêts du comte de Marbeuf, qui envoie sa voiture personnelle à Ajaccio pour que les 2 enfants ainsi que le père et la mère puissent se rendre facilement à Bastia. C'est de Bastia que les 3 Bonaparte vont embarquer pour le continent. Le 15 décembre 1778, sur le port de Bastia, le vent est glacial. Laetitia retient ses larmes en regardant s'éloigner la barque qui emmène son mari et ses 2 fils aînés, Joseph et Napoléon, qui partent maintenant pour la Corse. Elle sait qu'elle ne va pas revoir ces 3 hommes avant des années. Et Laetitia ne rentre pas à Ajaccio à ce moment-là. Elle reste à Bastia. Elle va rester à Bastia pendant 5 mois. Et chez qui loge-t-elle à Bastia ? Eh bien, évidemment, chez le comte de Marbeuf. Qu'en déduire, se demande Laetitia de Witt. Il est possible que Charles ait convenu avec Marbeuf que son épouse bénéficierait de son hospitalité afin de lui éviter les affres d'un retour seul. Il semble surtout que Charles et Laetitia, conscients de la fascination du gouverneur pour elle, ne font rien pour la freiner, bien au contraire. Marbeuf se montre empressé, cherche à obtenir ses faveurs, lui fait une cour ouverte, se plaît à la gâter, donne des fêtes en son honneur. Elle se glisse avec bonheur dans le rôle de favorite, aime être l'objet de toutes les attentions et attirer les regards. De là
à savoir, de là à évaluer jusqu'où a pu aller la relation entre Marbeuf et Laetitia, ça c'est une question évidemment qu'il est impossible de trancher. Les années qui suivent ressemblent à celle-ci. Charles et Laetitia, avec leurs enfants, passent toujours beaucoup de temps chez Marbeuf. Et en 1783, c'est le comte de Marbeuf qui va enfin se marier, entre parenthèses, avec une bien jeune demoiselle. Elle a 18 ans, lui en a 71. Certes, il est le représentant du roi de France dans l'île, mais vous imaginez la différence d'âge là. Elle est quand même assez spectaculaire. 71 ans, Marbeuf, qui épouse cette jeunesse. Et à partir de ce moment-là, j'allais dire comme par hasard, on voit se distendre les liens avec les Bonaparte. Et puis 2 ans plus tard, en 1785, Laetitia va vivre un drame inattendu puisque c'est son mari qui va mourir. Il n'avait que 38 ans, Charles Bonaparte. Elle en a 34 à ce moment-là et elle a 8 enfants. L'année suivante, en 1786, c'est au tour du comte de Marbeuf de partir, de mourir. L'histoire entre Laetitia Bonaparte et ce comte de Marbeuf n'a jamais cessé de faire parler d'elle. Il y a eu tellement de proximité, de faveur, tellement de silence aussi qui n'ont pu qu'entretenir la rumeur et faciliter un certain nombre de conjectures. Et puis, cette parenthèse bastiaise, ces longues visites, voilà, ces rumeurs qui ont couru non seulement à Ajaccio, mais à Paris aussi. On a pu dire et penser que Marbeuf avait été le père de Napoléon. Et d'ailleurs, si l'on en croit la tradition, Napoléon lui-même s'est posé la question. Napoléon lui-même s'est demandé si les grandes dispositions qu'il avait pour les affaires militaires n'étaient pas liées à cette filiation non dite. C'était au moment où il rentrait d'Égypte, il aurait parlé de ça avec Monge, figurez-vous, le grand savant Monge, qui était son ami, qui était devenu, à la faveur de cette grande campagne d'Égypte, qui était devenu son confident. Il faut imaginer Napoléon sous la voûte étoilée, qui est là sur le pont, à l'avant du navire, qui s'entretient, le regard perdu, qui s'entretient avec Monge, et qui se mettent à parler, et qui se mettent surtout à faire des calculs. On essaie de recouper les dates, l'arrivée de Marbeuf sur l'île, la naissance de Napoléon, les retards possibles. Si l'on compte tout ça, on se dit qu'il n'est pas possible, quand on sait la date d'arrivée de Marbeuf en Corse, il n'est pas possible que Napoléon soit le fils de Marbeuf. Il ne peut être que le fils de Charles Bonaparte. Est-ce que ça a rassuré Napoléon, cette affaire? Et est-ce que ça a fait taire les doutes qui s'étaient levés en lui? Ça, l'histoire non plus ne le dit pas.